Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Là où il se trouve notre auditoire, un auditoire reconnu à l'échelle, d'après le renseignement qu'on a pu avoir, à l'échelle internationale et notamment dans notre pays d'origine, le Royaume du Maroc. Et actualité oblige, comme nous l'avons initié la première fois, bien entendu, crise catalane avec l'intervention de M. Emmanuel Dupuy, mais aussi de Si Mohamed Troudi. Et dans ce contexte-là, nous sommes heureux d'avoir parmi nous un journaliste de renom qui nous donnera son avis par rapport à ce dilemme de la crise catalane. L'indépendance est-il rationnelle? Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec C. Abdelazim, Mohamed Abdelazim. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Bonjour, Mohamed Abdelazim, docteur en sciences politiques, journaliste à Euronews et écrivain et spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient. Votre appréciation et votre éclairage sur cette crise catalane ne permettra au moins d'avoir plus clair après les interventions de M. Emmanuel Dupuy et M. Troudi sur un plan géopolitique. Qu'est-ce que c'est que ce dilemme de la crise catalane? Si vous voulez, pour moi, la crise catalane montre trois observations. La première, c'est une démonstration d'une nouvelle forme de conflictualité majeure qui secoue une partie des pays européens, comme par exemple l'Espagne, mais aussi bientôt en Italie avec la Lombardie, avec l'œil rivé des certaines régions, notamment en Espagne aussi avec les Basques, mais aussi on peut élargir le spectre sur la Corse et j'arrête la liste parce que la liste est longue. Un peu plus loin, en même moment, on a la deuxième observation en Afrique. Une partie du Cameroun s'est réveillée un bon matin avec la déclaration d'indépendance et puis avec des violences extrêmes qui ont coûté la vie à une trentaine de personnes et le cadre reste le même. Et puis un peu plus loin, dans ce qui concerne le monde arabe, avec les Kurdes qui, donc en troisième observation, les Kurdistans irakiens qui appellent à une volonté de se séparer de l'Irak et donc déclarer l'indépendance. Et dans les deux cas, donc le cas catalan et le cas des Kurdes irakiens, on passe par une forme connue ou reconnue, donc les référendums. Mais au Cameroun, c'était une volonté de séparer sur la base linguistique en dehors de la base ethnique. Et au fond, on voit là la construction d'un nouveau monde dans lequel l'État doit faire face à une nouvelle forme de conflictualité. Cette fois-ci, il n'est pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vous croyez, docteur Abdelazim, que la notion de l'État est arrivée à un certain nombre de limites, hein. Donc, si j'ai bien compris, parce que jusqu'à maintenant,
On voit la gestion des dossiers, une gestion qui est pas tout à fait claire. Et la preuve, ce qu'on a pu constater avec cette indépendance ou pas d'indépendance du Catalan, comment voyez-vous cette décision mi-chaud, mi-froid? Si vous voulez, il faut retourner dans les débuts des années 90 avec une nouvelle, quelque chose de nouveau dans lequel les États n'étaient pas prêts. D'abord, dans les années 90, l'apparition sur la scène internationale d'un nouvel acteur, les multinationales, qui ont commencé à prendre du terrain sur les propriétés et les parties conservées jusqu'alors par les États. Et puis, le troisième millénaire arrive avec un nouveau phénomène qui met encore plus à mal le paradigme étatique, avec les volontés de séparation ou indépendance, selon les termes utilisés ici et là. Pour moi, au fond, c'est bien le début d'un nouvel ère dans lequel les États au pluriel, ces États qui reconnaissent d'avoir volonté et font d'abord, on sait que les États font des guerres et les guerres parfois créent ou font les États. Ces mêmes États-là, ils sont en train de faire maintenant une nouvelle forme de guerre, donc de guerre interne, pas au sens classique de guerre armée, mais une façon de mener une guerre à l'intérieur de chaque structure étatique. Et cette nouvelle forme met à mal parce que les États se voient une partie de leur territoire partir, avec tout ce que cela implique sur la notion de l'identité, de la nationalité, de toute conception. Donc les États, depuis les années 90, font face à de nouvelles formes d'agression, si je puis dire, avec bien sûr tout ce que cela implique sur le plan économique, culturel, artistique et autres. Et on voit la Catalogne fait revenir un monstre qui menace au fond, c'est pour ça l'existence de l'État. Et on voit bien que les États ne veulent pas laisser ou lâcher le morceau, parce que si jamais l'Espagne lâche, donc les régions commencent à avoir une forme d'indépendance et nouvelle structure étatique, sachant que au fond les États n'aiment pas reconnaître cette nouvelle forme de séparation. Je vous rappelle que le Kosovo, malgré tout, c'est mi-figue, mi-raisin, et le plus grand travail pour ceux qui veulent accéder à l'indépendance, c'est de se faire connaître et reconnaître par la communauté internationale. Cette communauté internationale est formée par les États, et ces mêmes États refusent le principe de séparation. Et c'est pour ça qu'on voit bien, que ce soit sur le plan européen, international ou le voisinage, les pays ou les États ont du mal à accepter l'idée même de donner une accession à l'indépendance de certaines régions, que ce soit en Europe, en Afrique ou ailleurs. Souvent, Dr Abdelazim, dans les pays africains et notamment arabes, souvent on accorde cette acclamation, j'ose dire, ce ne sont pas tout à fait des mouvements d'indépendance au sens propre du terme parfois, mais par contre on les colle à des interventions étrangères. Est-ce que c'est le cas pour l'Europe, et notamment en catalane? Écoutez, c'est ce que j'ai toujours essayé, si vous voulez, de clarifier ce point, cette ambiguïté. Donc, il y a, au fond, dans notre monde arabe, il y a une ambiguïté lorsqu'il s'agit d'un phénomène social. Durkheim a dit qu'il faut considérer que les choses, les phénomènes sociaux comme des choses, mais chez nous, malheureusement dans le monde arabe, on a du mal à admettre que les phénomènes sociaux peuvent aussi à leur tour être des choses. Et par conséquent, donc nous avons tendance à donner une interprétation très facile, très rapide, très économique à toute chose qui dépasse un petit peu, si vous voulez, c'est ce que j'appelle la pensée magique. Cette pensée magique tend souvent à dire, au fond, lorsque le phénomène dépasse notre capacité de compréhension, y compris la volonté d'indépendance ou autre chose, les révolutions en font partie, on a tendance à considérer aussitôt avec une interprétation économique facile à dire que cela, la causalité d'un phénomène, c'est simple à interpréter.
intervention étrangère, et du coup, on n'est pas loin de la notion de complot. Ça veut dire, mon problème, c'est de pouvoir comprendre cette conception, puisque cela ôte et prive toute société à vouloir comprendre. Ça veut dire, vous dites au fond, puisque ce qui est arrivé, c'est en grande partie, la causalité est liée à un facteur externe. Vous privez de votre volonté vous-même à vouloir comprendre ce qui se passe. Or, nous, dans le monde arabe, et malheureusement, le phénomène devient majeur, y compris, on le voit bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook et ailleurs, et sur les articles qu'on lit ici et là. On a facilement recours à cette conception, cette étiquette qui nous avance pas beaucoup, pour dire au fond les volontés d'indépendance et une notion d'une main étrangère, et là les faits prouvent, donc les phénomènes est là. Donc moi je questionne les phénomènes et je me questionne sur le pourquoi cela arrive. Certes, c'est très rare dans l'histoire, dans l'histoire qu'on voit tout d'un coup comme ça un phénomène qui arrive en Espagne, en Irak, au Cameroun. C'est très important de s'arrêter devant cela et donner la preuve que la notion d'une main étrangère ou un facteur externe joue dans les phénomènes sociaux. On peut se l'accorder sur certains nombres d'éléments, mais si vous voulez, cela revient à dire que moi, je n'aime pas beaucoup, je n'adhère pas trop sur cette conception qui considère que toute chose qui nous arrive est certainement ou systématiquement liée à un facteur externe. La causalité, pour moi, c'est des phénomènes à étudier, à s'arrêter, et cela, on mesure ça sur toute autre chose, si vous voulez. Les révolutions arabes de 2011, les révolutions, les manifestations, les grandes réformes, et c'est pour ça nous resterons là à vouloir aller facilement vers la notion de facteurs externes, alors que nous avons besoin de s'arrêter un petit moment, de voir qu'est-ce qui arrive et comment peut-on comprendre surtout. Parce que la question qui se pose, si j'ai bien compris un petit peu, d'une manière un petit peu mathématique, j'ose dire, hein, donc il y a protestation, il y a en même temps réaction des décideurs, on parle du monde arabe, comme quoi il s'agit d'un facteur externe. Est-ce que, selon vous, s'agit-il soit d'une volonté délibérée pour détourner l'attention des uns et des autres et trouver, comme vous l'avez bien dit, une solution économiquement favorable, ou bien nos élites ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités qu'ils devront y avoir? Vous avez mentionné le mot mathématique. Je pense que la politique ou les phénomènes sociaux ou les dirigeants, les décideurs, les policymakers ou ceux qui sont dans la boîte noire de la décision ici ou là, les décideurs, ils ont aussi accès à ces calculs. Ils ont leur boîte à outils, ils sont capables quand même de voir les phénomènes arriver, ils ont quand même un certain nombre d'éléments qui leur permettent de lire ce qui va se passer. Et ils sont entourés de certain nombre de décodeurs, si je puis dire, ce qu'on appelle les conseillers. Mais je pense que chez nous, les décodeurs ne fonctionnent pas très bien. Que ce soit donc quand on dépasse un petit peu un certain nombre d'éléments, si vous voulez, pour moi, les décodeurs, donc les conseillers, ceux qui savent lire en fait la lecture d'un phénomène social est difficile parfois. Cela, je pense que vous avez dit que c'est pas intentionnel quand on se pose. À mon avis, les dirigeants, si vous voulez, manquent un petit peu d'une façon ou d'une autre, d'une objectivité de voir, de décoder correctement ce qui peut se passer et surtout les messages qui sont envoyés derrière ce phénomène. Or, nous, si vous voulez, c'est pas qu'on est dépassé, mais c'est parce que nous n'avons pas, si vous voulez, les outils qui nous permettent, ou plus ou moins, d'accéder à un cadre conceptuel. Nous avons souvent manqué la construction d'un monde, la construction d'un cadre conceptuel ici ou là, et tout ce que vous voyez ce que nous voyons devant nous dans notre monde arabe, j'entends dire, nous avons un manque, si vous voulez, dans le cadre en fait intellectuel ou académique dans ce sens. Et puis donc le manque d'un cadre conceptuel vous donne en fait d'un groupe qui prennent, qui s'autorise en fait l'usage de la décision
sans partage et par conséquent le pluralisme, tant que le manque de pluralisme persiste, on va chercher toujours dans notre historicité pour dire au fond qu'on a mal compris, qu'on n'a pas à juste titre été à la hauteur, mais c'est pas ça. Enfin, à mon avis, on est toujours à la hauteur. Nous avons dans notre monde arabe tous les éléments nécessaires nous permettant d'être à la hauteur, même de dévancer. Sauf que ce que j'essaie de dire, ce que j'essaie de montrer et j'essaie de penser au fond, nous n'avons pas encore fabriqué, si vous voulez, notre monde. Nous avons toujours subi nous avons subi la colonisation, nous avons subi des modèles externes. Nous n'avons pas pu produire, si vous voulez, la production d'un modèle interne reste à trouver. Et par conséquent, moi je trouve que le fait que le monde arabe a été dans sa totalité et la globalité, en fait, c'est pas un reproche, hein, mais c'est juste une lecture historique de la chose. À mon sens, que nous avons manqué des étapes historiques qui nous auraient pu nous permettre de construire un modèle et de venir maintenant en troisième millénaire avec un modèle prêt à gouverner, la gouvernance, prêt à donner un modèle alternatif, si vous voulez. Par exemple, docteur. Écoutez, l'alternative, c'est que, par exemple, nous avons le modèle d'une solidarité sociale qui pouvait aider, au fond, à un développement loin de la sauvagerie des entreprises, de l'industrie, de groupes multinationaux. Nous avons chez nous les penseurs que nous avons ignorés, que ce soit Averroès, que ce soit le père de la sociologie moderne, Ibn Khaldoun. Nous avons enterré ces personnes, nous les avons tuées, nous les avons refusé de les suivre. Averroès posait la question, la divinité est-il rationnelle? C'était pas dans le sens de mettre l'islam en difficulté. Au contraire, c'était pour montrer que l'islam est capable de poser les bonnes questions et apporter une méthodologie, d'apporter des bonnes réponses. Et par conséquent, historiquement, on ne va pas entrer dans les détails, mais on sort les Omeyyades se tuent entre eux après avoir tué le 4e calife. Les califes eux-mêmes, on a tué, volontairement le 3e calife dans une mosquée, le 2e calife Omar dans une mosquée, 3e calife Osman elle a été assassinée chez lui. Nous avons tué aussi entre nous, nous avons tué Ali et ses fils. Et après, les Omeyyades se tuent entre eux. Et après, si vous voulez, la conception d'un État qui pouvait donner un modèle de gouvernance a échoué. Les Omeyyades s'éclipsent, les Abbasides durent pendant quelques siècles avec ce qu'on a fait. Et puis, l'école de la pensée puissante, importante, capable de concevoir le monde, les Mu'tazilites ont été oubliés. Nous avons oublié donc les Mu'tazilites, Averroès, et puis Ibn Khaldoun, et puis on sort avec 5 siècles de stagnation sous les Ottomans, et puis après donc la colonisation, et on sort avec des régimes qui ont possédé le pouvoir sans partage. Du coup, et par conséquent, je me pose la question, avons-nous quelque part en nous une forme de colonialisabilité à la fois sociale mais aussi intellectuelle? Nous empruntons de l'extérieur sans pouvoir produire un modèle. Or, nous avons les moyens qui nous permettent, mais aussi les éléments nécessaires à nous permettre à fabriquer un modèle, mais cela reste à chercher. Nous sommes en train de chercher, peut-être que les générations dans le futur vont le trouver. Je crois, comme tout le monde, vous êtes un journaliste, certainement que vous avez suivi le dernier discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le roi du Maroc, à l'ouverture de la session parlementaire. Et là, il y a un discours qui était un discours clair et net d'un aveu. Un aveu d'échec par rapport à une société qui a perdu beaucoup de chantiers. Et selon vous, cet aveu venant d'un roi, d'un pays, que représente pour vous, en tant que journaliste étranger? Écoutez, pour moi, ce discours est un discours qui donne espoir, si vous voulez, parce que nous avons besoin, en fait, au fond, nous avons besoin des guides qui tiennent le pouvoir décisionnel, qui guident la société, parce que nous sommes tous dans une phase, malheureusement, une phase de désorientation globale dans le monde arabe.
Cela revient à dire qu'un discours comme ça donne à espérance parce que on voit en arrière-plan que le roi a voulu lancer un appel à l'arrêt d'un conservatisme sacralisé, si vous voulez. En arrière-plan, on voit aussi, c'est un appel à une lecture de ce discours qui fait appel à arrêter le conservatisme, à institutionnaliser dans nous, et on a incorporé en fait un certain nombre d'éléments qui nous empêchent en fait d'avancer, et puis toutes ces questions, en fait, c'est un appel à vouloir, enfin, au fond, lever le voile sur les facteurs qui nous empêchent et empêchent en réalité toute forme d'autonomie ou de pensée libre. Ça veut dire que maintenant, la seule sortie, c'est de poser les bonnes questions et la seule sortie, c'est de voir les choses en face et d'entamer une période de réforme dans laquelle on enlève, si vous voulez, à la société arabo-musulmane tout ce qui n'est pas de l'islam et on enlève tout ce qui est, si vous voulez, les croyances un petit peu à la va-vite, c'est de l'islam, donc on suit sans poser les questions et arrêter par exemple les imams, leur donner une bonne formation, donner à l'individu en fait sa capacité d'être capable de choisir et au fond là, si vous voulez, la lecture qu'on peut faire de ce discours, c'est en fond il y a un appel à enlever et bannir tous les entraves culturelles imposées jusqu'alors et aussi une façon de dire l'ordre établi doit continuer mais dans une autre forme qui donne à l'individu sa raison d'être et là il y a un triangle à faire et à voir ou à revoir, le triangle de la raison d'État, la raison de l'individu mais aussi la raison islamique. Il faudra commencer un jour à poser de bonnes questions et à mon avis, nous, à partir depuis le Maroc jusqu'en Arabie Saoudite, les sociétés n'ont pas pu construire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le modèle, mais aussi n'ont pas encore défini un point de départ, le point zéro dans lequel on peut dire avant ce point ou avant cette date c'était ainsi, et depuis il y a eu un changement. Nous refusons peut-être le changement parce que c'est très difficile, les changements parfois font peur. La preuve, en 2011, lorsque les sociétés ont aspiré à un changement, on a eu par la suite, malheureusement, des frustrations, des échecs qui vont rentrer dans l'histoire. Et à partir de là, vous dites, bon, comme vous avez dit, le discours du roi du Maroc montre bien qu'il est temps de poser des bonnes questions pour faire face à la fois à la pauvreté matérielle, mais aussi intellectuelle, mettre fin à tout ce qui est discours de al-Baghdadi et illuminés islamistes qui essayent à la fois d'entacher l'image de l'islam, mais aussi entacher l'image tout court de toutes les sociétés arabes et ces minorités-là qui font réapparaître le monstre des égorgeurs qui ont fait tâche dans l'histoire de l'humanité pendant le XIIe et XIIIe siècle. Et à partir de là, c'était le moment de la fin de Averroès et sa pensée. Et je pense que depuis le XIIIe jusqu'à maintenant, le monde arabe a besoin d'un réveil pour dire, au fond, nous avons besoin des réformes. Il me reste une seule question, si vous le permettez, Dr Abdelazim. Ça va être la dernière, parce que là, on parle d'une chose. On parle d'un discours, bien sûr, comme vous l'avez bien dit, d'espoir. Sauf que le souci qui se pose, est-ce qu'il va être suivi par les élites, par les penseurs, par les décideurs, par les gouvernements qui ont le pouvoir de la gestion des dossiers de ce pays. Mais aussi, il y a une question qui m'interpelle. Ces générations auparavant, qui sont nombreuses, comment va être leur avenir? Si vous voulez, moi je suis incapable de donner une réponse à ce qui peut se passer dans l'avenir. Il est évident qu'on peut se baser sur ce qui s'est passé. Mais il y a une petite observation, si vous voulez. Là, l'avenir, au fond, il ne peut avancer que lorsque nous avons pu construire un modèle ou un passé solide. À l'heure actuelle, si vous voulez, les élites qu'on vous mentionnez ou les décideurs qu'on vous voulez, à l'heure actuelle, nous avons besoin de donner au fond à la société sa capacité de produire, de construire
de comprendre et lui donner une accession à un certain nombre d'éléments desquels il est privé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que vous allez au Caire, vous allez à Benghazi, à Tripoli, vous allez à Bagdad, à Damas ou ailleurs, vous vous trouvez face à une capacité d'obstacles majeurs dans la mesure de l'éducation, par exemple, souffre. La lecture d'un passé ou la mise en question d'un certain nombre d'éléments religieux, notamment certains fatwas. Là, au fond, il faut avoir le courage, il faut connaître quelque part le courage d'un certain nombre de dirigeants qui permettent à ces sociétés pas forcément de ce qu'on appelle de se libérer. Enfin, le mot libérer n'est pas peut-être le mot à utiliser, mais donner une accession à la mise en question d'un certain nombre d'éléments. Et puis revoir le passé. Il n'est pas du tout interdit de dire on va ouvrir un débat sur le pluralisme politique. Il faut que ça devienne plus ou moins une pratique. Et à partir du moment si vous voulez, dans une société où le pluralisme entre en jeu, les gens se sentent capables d'admettre et pouvoir choisir. Jusqu'à maintenant, malheureusement, les sociétés arabes ou arabo-musulmanes sont une faiblesse parce qu'il y a l'emprise des groupes extrémistes qui enveniment en fait toute capacité de production, et à partir de là, les sociétés sont fragilisées, et donc pour le moment, fragilité économique, fragilité intellectuelle, manque de concept, manque de confiance dans l'avenir, si vous voulez, tout ça c'est des facteurs majeurs, et les sociétés à l'heure actuelle sont incapables d'avancer, sauf par la force, comme on voit ici ou là, ou la conflictualité majeure par les guerres. Par exemple, l'Irak en est l'exemple, la production d'une société complètement morcelée et comme en Libye, ou une société drastiquement en danger comme la société en Syrie. Cela ne donne pas, si vous voulez, des capacités ou des terrains solides pour la construction. Sachant que maintenant, pour construire, rien que pour construire matériellement, ça prendra du temps, et que la construction intellectuelle, cela, c'est des couches de connaissances, et là, on le manque drastiquement. Docteur Mohamed Abdelazim, docteur en sciences politiques, journaliste à Euronews, écrivain et spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient, merci infiniment de cet éclairage très important et très intéressant. Et au nom de l'émission Arc-en-Ciel, on vous dit merci et à très bientôt. À bientôt. À bientôt, merci. Arc-en-Ciel.